L'engagement des collaborateurs est une équation à plusieurs inconnus. Des chercheurs de tous bords se sont penchés sur cette question depuis des décennies et nous n'avons toujours pas la clé. Bernard, ici présent, va nous aider à appréhender cette problématique grâce à son expérience de longue date dans ce domaine. Bernard, je te cède la parole. Me voilà, j'apparais. Est-ce que tu m'entends bien, Léla? Je vais partager mon écran. Je t'entends très bien. Eh bien, écoute, comment vas-tu ce Très matin? très bien. Bah, Eh bien, écoute, moi aussi, en pleine forme. Donc, je suis très heureux. Je te remercie de cette invitation à partager quelques convictions et puis un peu de mon expérience sur ce thème de l'agilité. C'est vrai que l'agilité est multifacette et je pense que vous l'avez tous vu depuis hier et encore aujourd'hui. Donc moi, je vais essayer de prendre un angle et l'angle, c'est celui d'un ancien DRH puisque j'ai été DRH toute ma vie professionnelle, d'abord chez Danone puis chez Pernod Ricard, dans deux très belles entreprises en France et également une dizaine d'années en Asie. Et donc j'ai pu travailler ce thème alors non pas de l'agilité au départ, mais de l'engagement en tout cas. Et à travers l'engagement individuel, collectif, organisationnel, on arrive finalement assez vite à ce thème de l'agilité parce que les deux sont interconnectés. Je voudrais essayer dans cette présentation de montrer comment et de donner quelques pistes de réflexion. Alors, on parle tous de la crise Covid en ce moment. Je ne vais pas y passer, rassurez-vous, beaucoup de temps, mais on est quand même dans un contexte particulier dans lequel il faut être à l'écoute des collaborateurs. Il faut certainement faire preuve d'agilité parce qu'on ne peut pas travailler de la même manière aujourd'hui qu'en temps normal. Les process doivent être simplifiés, on doit aller droit au but, on doit être plutôt dans une logique d'engagement collectif. Et donc l'agilité, on n'a pas le choix. En ce moment, on est obligé d'en faire preuve, que ce soit à titre individuel, de management, pour les managers, mais aussi pour l'organisation tout entière. Alors, je vais essayer de partager quatre convictions. La première conviction, c'est que l'engagement, c'est la clé de l'agilité et qu'ensuite, il y a un certain nombre d'autres choses qu'il faut travailler pour rendre une organisation plus agile. C'est la coopération, c'est l'agilité en tant que telle, mais d'un point de vue organisationnel, et puis c'est la capacité de transformer l'entreprise. L'engagement, c'est d'abord une agilité individuelle finalement, être capable de s'auto-engager et d'être conscient de son propre engagement et de pouvoir prendre des décisions en conséquence. C'est une certaine forme d'agilité que j'ai appelée l'agilité individuelle. Ensuite, il y aura une agilité plutôt managériale. Le leader, le manager d'équipe a un rôle essentiel à jouer pour créer de la coopération entre les différentes membres de l'équipe d'abord, et puis entre ses équipes et les autres départements de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le leadership agile. Ensuite, au niveau de l'organisation tout entière, on est clairement dans une logique d'agilité et je crois que c'est le thème principal de vos deux journées. Et on regardera ensuite comment on peut transformer l'organisation d'un point de vue RH, comment les RH finalement, cette fonction support du business doit également créer de l'agilité pour transformer l'entreprise à travers l'engagement. Voilà un peu le programme. Donc première approche, je dirais plus individuelle et je crois qu'il faut partir de l'individu. L'agilité, c'est pas juste un process qu'on décide au niveau de l'organisation, c'est d'abord des individus qui décident euh, de, de s'engager et de manière agile. Donc, pour moi, Bernard, je ce peux qui me est... permettre juste de te couper. Oui, je t'en Effectivement, prie, est-ce que tu pourrais mettre tes slides en plein écran? ils le sont. Non, voilà la diapositive Ah, suivante à côté. Si tu pouvais ah, effectivement agrandir. alors si je Voilà. bascule, est-ce que si je fais Désolée, ça, hein. c'est mieux? Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah oui, c'était effectivement, c'était inversé entre les deux Ouais, tout écrans. à fait. Merci Voilà. beaucoup. Pas de, pas de souci. Oui, donc la première approche, c'est de dire que les individus doivent être invités. C'est pas ce qu'on fait souvent dans les entreprises, mais quand on le fait, on s'aperçoit que on a des résultats et doivent être invités à réfléchir sur leur propre engagement, à finalement le pourquoi ils sont là. Vous connaissez tous, je suppose, ou un grand nombre d'entre vous, le ikigai. Donc, quand on est dans un métier qu'on aime, quand on est dans une entreprise avec laquelle on est en phase, un manager avec lequel ça se passe bien, quand on est aligné finalement avec soi-même, ça crée du sens et on est beaucoup plus à même de prendre des décisions engagées et voilà cette agilité intellectuelle qui suppose une connaissance de soi. Après, la deuxième approche, c'est de dire finalement qu'est-ce qui fait mon engagement au quotidien. Ce qui fait mon engagement au quotidien, c'est pas des gadgets qu'on voit souvent dans les entreprises, des baby-foot, des super bureaux. Ça va me donner de la satisfaction d'aller au travail le matin. Ça va être sympa, mais c'est pas ça qui va faire que je vais choisir de m'engager pour mon entreprise. C'est pas non plus des aspects de motivation parce que j'ai besoin d'être motivé
par des rémunérations motivantes, par une gestion de carrière accélérée, par une promotion que je vais pouvoir avoir. Ça va me donner des incentives pour me motiver, mais c'est pas ça qui va faire que je vais choisir de m'engager. Pour moi, l'agilité personnelle, c'est d'abord être capable d'être attaché émotionnellement à son entreprise, d'être capable effectivement de s'y attacher avec les personnes, les collègues, son manager et l'entreprise. C'est d'être capable de faire un effort supplémentaire aussi pour cette entreprise, d'adhérer si possible à ses valeurs, à ses objectifs. Vous me direz, on peut très bien travailler sans adhérer aux valeurs de l'entreprise, on peut travailler techniquement quelque part, mais c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus sympa quand on est en phase avec elle. Et puis, si on a du sens dans son travail, si on a un sentiment que voilà d'appropriation, de propriété finalement sur ce qu'on fait, là, on va être capable d'engagement et d'être en phase avec son entreprise. C'est quand même la base de ce que j'appelle l'agilité individuelle. Et l'agilité individuelle, elle se poursuit également dans la connaissance du profil d'engagement qu'on a. Alors, effectivement, dans ces 20 minutes, on n'ira pas au fond, mais j'ai essayé de réfléchir à des profils d'engagement, des caractéristiques de salariés. Il y a des salariés très désengagés vis-à-vis de leur travail, donc eux, il ne faudra pas trop leur demander une certaine agilité intellectuelle, malheureusement, parce qu'ils seront plutôt, alors soit toxiques pour leur environnement parce qu'ils sont très désengagés, très malheureux, soit au contraire sur la route de l'engagement. Donc vous avez ces comportements très divers, des salariés très désengagés, des salariés qui sont un peu au milieu du gué, qui réfléchissent à s'engager un peu plus, qui ont des dilemmes et des réflexions, d'autres qui sont vraiment engagés, et puis d'autres qui sont, il faut le dire aussi, très engagés, trop engagés et avec un impact négatif sur leur propre santé et puis sur leur propre environnement aussi. Voilà, des comportements un peu fanatiques qui fait on va avoir les doigts dans la prise, comme je dis souvent, et on va pas savoir se déconnecter. Donc il faut effectivement être conscient. L'agilité, c'est d'abord être capable de savoir à tout moment de la journée, de sa vie professionnelle également, où est-ce qu'on en est, où est la boussole. Et à partir de là, c'est déjà une indication, c'est déjà une capacité de pouvoir être éveillé à ce qui se passe autour de soi. Donc ça, c'est l'agilité individuelle. On en parle assez rarement, mais ça me paraît important de démarrer par là. Après, qu'est-ce que peut faire le manager? Qu'est-ce que peut faire le leader pour transformer cette agilité individuelle en agilité collective? Ben, effectivement, le manager, il devra d'abord, selon les profils d'engagement auxquels il a à faire face, adapter un comportement, là aussi, faire preuve de discernement, d'agilité et d'adapter un comportement adapté à chaque situation. Être plutôt directif avec les profils très désengagés, donc être plutôt en situation d'évaluer leur performance et de rien laisser passer quelque part, donc être assez directif dans son management à ce niveau-là. Essayer éventuellement de les engager, de les réengager, mais on n'y arrive pas toujours. Donc parfois, il faut aussi faire en sorte que les salariés désengagés ne soient pas toxiques pour le reste de l'équipe et qu'il y ait une harmonie dans l'équipe. Ensuite, il va devoir investir sur les salariés qui réfléchissent à s'engager plus ou qui ont un peu une petite chute de régime en ce moment, une baisse d'engagement, donc réengager. Ça peut être en changeant les postes, en faisant évoluer les missions, en enrichissant les tâches. Il y a plein de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, montrer un intérêt en tout cas. Les RH peuvent aider, mais c'est le manager qui doit faire le job. Ensuite, il faut s'assurer de la maintenance de salariés qui sont déjà engagés. Effectivement, dans ceux qui sont très engagés, il faut essayer de les utiliser comme des ambassadeurs de l'entreprise, parce que ces gens-là, ils vont pouvoir peut-être aider des salariés qui sont moins engagés, peut-être former des binômes, partager leurs pratiques, voilà, les utiliser, les leverager un petit peu en ambassadeurs, en champions de l'engagement, pour montrer aux autres ce qu'on veut faire. Et puis les salariés trop engagés, qui ont les doigts dans la prise, qui sont plus capables de se déconnecter quelque part et qui ont une certaine addiction, il faut là faire preuve peut-être de bienveillance plutôt que de directivité, de bienveillance, de care, d'écouter, d'essayer de trouver des solutions pour adapter leur engagement, qui redevienne un peu plus sain, pour que ça soit tout ça harmonieux. Voilà. Alors c'est difficile, mais c'est un exercice qui me paraît essentiel pour les managers au quotidien. Alors, on ne peut pas ne pas parler du télétravail parce qu'une des missions du manager, c'est aussi d'être et là, l'agilité, elle est mise à rude épreuve parce que quand on a des équipes qui sont en présentiel à 100%, bah, à la limite, c'est facile. J'allais dire à la limite 100% en distanciel, on s'y est fait quelque part. Je dis pas que c'est facile, il y a plein de contraintes, mais on y arrive. Maintenant, on va rentrer dans un mode différent qui va être le mode hybride. Bienvenue dans le monde hybride, management distanciel. On va avoir des équipes présentes au bureau, d'autres qui seront à distance, et on va devoir piloter tout ça. Donc là, il s'agit pour les managers d'être assez, là aussi, de faire preuve d'agilité avec des activités qui vont plutôt être de service aux clients ou de production qu'il faut faire sur place, d'autres activités
individuelles qu'on va faire à la maison parce que ça permet d'être plus en focus et de réfléchir et d'être plus productif finalement. D'autres activités qu'on peut faire en digital, de coopération, de partage d'informations, et ça, je pense qu'on continuera à le faire dans l'avenir. Et puis, très important, des activités de fédération de l'équipe. Et elle, désolé, mais il faut qu'elle se fasse en présentiel. Donc, c'est la difficulté du moment, retrouver le goût de se réunir en collectif pour fédérer les équipes, peut-être avoir des moments d'amusement ensemble, un peu de faire la fête, pourquoi pas, et de se remettre, de se réaligner ensemble, de partager ce qu'on vit. Et ça me paraît très important. Donc, le monde hybride, il est là, et donc l'agilité, ben, elle va faire partie du quotidien des managers. Et pour faire preuve d'agilité, il faut effectivement pas aller droit au but et être trop pressé de voir les choses aboutir. Il faut d'abord faire preuve de bienveillance. Je suis persuadé que l'exigence qu'on peut avoir, l'ambition qu'on peut avoir pour ses collaborateurs, c'est bien, mais il faut d'abord faire preuve de bienveillance. Cette ligne de crête entre bienveillance et exigence qu'il faut essayer de trouver. Donc, si vous êtes bienveillant avec vos équipes, vous allez pouvoir leur faire confiance un peu plus a priori, donc pas contrôler ce qu'elles font à distance parce que c'est pas possible. Donc ça, c'est un vrai test grandeur nature pour les managers. Si vous faites plus confiance, vous allez avoir plus de feedback, plus de possibilités de coacher vos équipes au quotidien et d'être transparent avec elles. Et puis finalement, ça va vous permettre d'être plus exigeant ensuite, de demander plus et de donner du sens surtout à ce que font les gens. Et c'est dans cet ordre-là que doivent se faire les choses et pas dans l'inverse. Voilà, donc ça, on a vu l'individuel, très important, on a vu le rôle du manager. Maintenant, au niveau de l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau de l'organisation, ben, tout dépend quel est votre stade de développement actuellement. Si vous êtes une start-up, vous avez naturellement beaucoup d'agilité parce que vous avez un engagement qui est au top. Par contre, vous avez des process qui sont pas encore tout à fait au point. Donc là, super parce que vous êtes très agile et très engagé. Mais si vous grossissez, vous devenez une ETI, une PME, une grande entreprise et a fortiori une très grande entreprise, ben vous allez perdre votre agilité, votre engagement du départ et vous allez processiser l'entreprise et vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être des process, mais peut-être trop. Et trop de process, dans mon expérience, tue l'engagement. Et c'est clair qu'à un moment donné, vous allez avoir le problème du millefeuille, des processus, des projets, des systèmes, qui fait qu'à un moment donné, voilà, c'est quelque part, c'est le process de trop qui va tuer l'engagement et qui va vous enlever vos capacités d'agilité. Vous allez être plutôt un gros paquebot qui aura du mal à bouger. Et ça, c'est très important parce que quand on est en mode startup, scale-up, etc., c'est comment ne pas créer le process de trop. Comment rester agile, justement, en faisant confiance aux gens, en étant assez décentralisé, pas trop centralisé. Donc, c'est clair que là, il y a un vrai choix organisationnel à faire. L'agilité, c'est pas juste des comportements humains, c'est aussi des choix d'organisation qui vont faire que votre agilité va se développer ou pas. Pour moi, le meilleur signe de l'agilité, c'est quand on va dans une entreprise, qu'on y circule et qu'on voit une certaine fluidité des relations humaines entre les gens, que on se parle sans problème, qu'on court-circuite la hiérarchie sans problème pour parler au N+2, au N+3, aux collègues d'autres départements, aux partenaires sociaux quand il y en a. Voilà, qu'il y ait une espèce de fluidité comme ça. On n'est pas dans le process, je parle à mon chef qui va parler à son chef, etc. Déjà, ça, c'est une forme de KPI, on va dire, d'agilité collective qui est intéressant à observer. Et puis, autre élément à observer, c'est ce que j'appelle, moi, souvent les moments précieux et les irritants, c'est être à l'écoute dans l'organisation de tous ces moments précieux du quotidien. C'est souvent lié au cycle RH. Comment est-ce qu'on recrute? Comment est-ce qu'on attire les personnes? Comment est-ce qu'on les intègre? Comment est-ce qu'on fête les succès, les promotions? C'est toute la vie, dans le cycle de vie du collaborateur au sein de l'entreprise, mais c'est aussi comment on gère les départs, éventuellement les retours. Ben, dans tout ça, il y a des moments précieux qu'il faut pas rater. Et souvent, quand on a trop de process, quand on n'est pas assez dans le contact de proximité et donc faire preuve d'une certaine agilité, on loupe ces moments-là et louper ces moments-là, c'est créer des personnes qui s'en vont, qui sont déçues ou au contraire qui restent et qui vont se désengager. Donc là, on a un vrai enjeu. Puis de l'autre côté, on a toute une série d'irritants. Je ne vais pas vous lire la liste qui est là, elle est longue. Mais vous allez peut-être reconnaître dans cette liste des éléments que vous vivez, j'espère que non, dans vos entreprises. Et si on vit un de ces éléments-là dans l'entreprise, ben effectivement, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire il faut gérer ce problème au niveau organisationnel, il faut le traiter pour pas que ça devienne un facteur du contraint de l'agilité qui est vraiment la, la, la rigidité, effectivement, ou le désengagement. Et ça me paraît un point essentiel. Et il y a un point essentiel aussi, c'est la quatrième partie, mais c'est très lié à ce qu'on vient de dire, c'est la fonction RH. Hein, la fonction RH,
alors elle est très diverse parce qu'en France, elle est très juridique, très sociale, très liée aux relations syndicales. Et quand on circule dans le monde, elle est très différente d'un pays à l'autre. J'étais en Asie pendant 10 ans et là-bas, il n'y a pas de partenaires sociaux. Donc, on est plutôt dans une logique de guerre des talents, de comment attirer et retenir les talents. Et chaque pays a ses problématiques. Mais quand même, il y a une problématique en commun qui existe partout. C'est finalement cette ligne de crête de l'engagement. La fonction RH, elle doit naviguer entre deux extrêmes qu'il faut essayer absolument d'éviter. La première extrême, c'est la fin du bonheur au travail, j'espère. On était sur une tendance comme ça avant la crise, le bonheur au travail, les baby-foot, les palmiers dans la cantine et toutes ces bêtises. Je suis assez caustique là-dessus, mais je trouve que on est allé dans une mauvaise direction parce qu'on traitait les gens comme des consommateurs et pas comme des acteurs. Côté bisounours, trop bienveillant à un moment donné, trop cocooning. Donc ça, c'est le bien-être au travail, je suis pour. La qualité de travail, je suis pour, mais c'est une seule jambe. Il faut qu'on ait la deuxième jambe qui est l'exigence, la performance et sans tomber dans l'autre extrême, hein, qui est du harcèlement, des actions de fanatiques trop contre-productives et des risques psychosociaux, comme on dit en France, RPS, bref, des marques françaises. Donc, il faut essayer de couper les deux bouts de l'omelette et de rester sur une ligne de crête au milieu. Donc, le management, les RH sont là pour aider les managers à naviguer en permanence entre de la bienveillance, parce qu'il faut protéger ses équipes, et en ce moment, avec la crise, on en a beaucoup besoin, ça c'est clair, et puis quand même de l'exigence, parce que c'est ça qui va faire, un, c'est bon pour le business, évidemment, et deux, c'est bon pour les gens eux-mêmes, parce que ça les fait grandir. Si vous demandez rien de trop difficile, de trop compliqué, ben, il se passera pas grand-chose. Si vous êtes trop dans une logique bisounours, vous allez créer des touristes au travail, et c'est pas ça qu'on veut faire. Donc, trouver cet équilibre en permanence, et cet équilibre, il est tout le temps instable, c'est un peu la difficulté. C'est le rôle des managers, on vient de le dire, mais c'est aussi le rôle des directions générales et des RH de s'assurer qu'on est toujours sur cette ligne de crête. Parce que je pense que l'engagement, si vous voulez, on peut pas engager quelqu'un, on peut créer des conditions dans lesquelles les gens vont avoir envie de s'engager. C'est un peu c'est le contraire de la motivation. On va pouvoir, avec des carottes, incentives, motiver les gens. L'engagement, c'est pour moi une coproduction entre 4 acteurs clés. Donc, il faut travailler sur les 4 en même temps. C'est l'organisation, évidemment, c'est chasser les irritants, s'assurer qu'on valorise les moments précieux, comme on a vu, donc ça c'est très important. Travailler sur les niveaux d'organisation aussi, qu'il n'y ait pas trop de reporting, pas trop de niveau hiérarchique, qu'on reste dans une certaine décentralisation, pour que les gens puissent avoir de l'air pour faire des choses, ça c'est ce que l'organisation doit faire. Après, il y a tout ce que le manager doit faire, évidemment. Sur ses épaules, il y a beaucoup de pression, mais des comportements managériaux qui sont créateurs d'engagement, donc ça c'est très important. On vient de l'expliquer. Et puis, évidemment, de l'autre côté, il y a ce que doivent faire les collaborateurs eux-mêmes. Hein. Si les collaborateurs attendent bien confortablement assis d'être engagés et de pas faire le boulot de leur côté, d'essayer de réfléchir à leurs propres priorités, leur engagement, est-ce qu'ils sont dans la bonne entreprise avec le bon manager, etc., de prendre ces décisions-là. Donc, on peut les inviter et les former à faire ça. C'est ce que je fais moi en permanence avec les entreprises que j'accompagne. Et puis les équipes, pareil. Les équipes, c'est comment est-ce qu'on peut créer de l'engagement collectif en l'absence du manager, puisque finalement, on dit toujours le manager et son équipe, c'est un sujet. Non, il y a 2 sujets en réalité. Il y a le manager qui doit faire son travail de manager et l'équipe finalement. Analysons qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, est-ce qu'on a des solidarités, est-ce qu'il y a assez de diversité pour avoir des points de vue qui se confrontent, est-ce qu'il y a une agilité de décision, est-ce qu'on prend des décisions de manière très rapide et très agile. Voilà, quel est l'avis d'équipe, un peu les rituels d'équipe qui fait que ça fonctionne. Donc il y a aussi un travail à faire pour rendre les équipes plus autonomes également, indépendamment du manager qui a également son job à faire. Voilà, et puis mon dernier slide, c'est pour en guise de conclusion, c'est de dire que on a aussi une vision de l'entreprise qui est trop pyramidale, me semble-t-il. Moi, ma vision de l'entreprise, c'est de dire il y a 2 triangles, il y a 2 pyramides quelque part qui se font face. Il y a d'abord et les middle managers, le management, les héros de l'entreprise, comme je les appelle, qui sont au milieu avec leur hélicoptère, qui naviguent entre les deux, c'est le top management a une vision, une stratégie à décliner et une raison d'être aussi. On parle beaucoup de raison d'être, on en a parlé énormément. Ça, c'est le rôle du top management. Et après, le management du milieu de l'entreprise, puis du terrain, doit transformer ces éléments-là dans un vocabulaire très clair et très engageant qui crée de l'engagement sur le terrain avec des mots différents. Il faut mouliner tout ça et le transformer en réalité très pragmatique au quotidien. Et donc finalement, il y a une raison d'être, ça c'est bien, mais c'est 5 lignes finalement qui tagline de l'entreprise. Il faut aussi qu'il y ait une raison d'en être, c'est-à-dire que quand on est tout en bas de l'entreprise, on se dise finalement,
quelle raison j'ai d'en être de tout ça, de m'engager. Et c'est ça qui va faire que les gens vont s'engager. Donc l'agilité, c'est aussi faire en sorte que cet hélicoptère, il fonctionne bien à tout moment et qu'on soit pas en train de créer des choses trop techno tout en haut qui n'arrivent pas en bas. Et ça, c'est une des grandes difficultés, mais avec de la volonté et une vision là-dessus, on peut y arriver. Et c'est une question aussi c'est une question de gouvernance générale de l'entreprise. Et ça me semble extrêmement important. Voilà. Je pense qu'on est dans les temps, ma chère Léla. Absolument. Voilà. Voilà, on va passer aux questions. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Tout d'abord, merci infiniment pour ce talk très vrai et très inspirant. Donc C'est un plaisir. voilà, donc il y a plusieurs questions. Donc vous avez parlé tu as parlé de motivation et le lien qu'il y a avec l'engagement. Donc on a une question là-dessus. Vroom affirme que la force motivationnelle dépend de trois facteurs. Expectation, expectation, plus exactement, l'attente de pouvoir réaliser des objectifs, se penser capable d'atteindre les objectifs. Deuxième point, instrumentalité, la probabilité d'être récompensé en fonction de la performance. Et la balance, l'attrait ressenti vis-à-vis des objectifs fixés. Quelle valeur le collaborateur leur accorde-t-il? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est ces trois facteurs qui font la force motivationnelle? Alors moi je suis plutôt assez pas critique, mais plutôt je suis sur une autre approche. J'ai expliqué, mais c'est vrai que je suis passé un peu vite. La différence entre satisfaction, motivation, engagement. Je pense qu'il faut traiter les trois, mais un peu séparément. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est attente de reconnaissance, attente de récompense, etc. C'est bien, mais c'est un puits sans fond. Le problème, là, je parle en tant d'expérience en tant que DRH, quand vous mettez des systèmes de rémunération, des incentives, effectivement, et que les gens vont s'engager, soi-disant s'engager, en fait, ils vont se motiver quelque part pour une carotte ou un incentive. Bon, certes, ils vont en avoir un retour, mais si l'incentive s'arrête, la motivation va s'arrêter aussi. Faut être clair, c'est humain et c'est comme ça. Donc, c'est bien pour ça on peut pas éliminer cet aspect-là. Les humains sont ce qu'ils sont. On a besoin comme ça, d'incentives. Et l'engagement, c'est une autre dimension et c'est beaucoup plus durable dans le temps et ça Hum, coûte rien. Et ça coûte rien. Il n'y a pas de notion d'argent dans l'engagement. On est dans l'émotionnel, on est dans le purement managérial et on n'est pas, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de retour sur engagement. hum. Il n'y a pas de retour sur. Il y a un retour sur motivation, on va avoir des incentives, mais il n'y a pas de retour sur engagement. Et je connais plein de contextes dans lesquels les salariés ont des super salaires au-dessus du marché, etc. L'engagement est très faible. Et au contraire, des situations dans lesquelles les conditions de travail sont un peu pourries, pas terribles, salaire un peu. Et puis l'engagement est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur les éléments que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire l'appropriation, la connexion émotionnelle, le sens. Et ça, franchement, c'est pas une question voilà, c'est pas techno du tout, c'est vraiment ça repose sur des acteurs hein, que j'ai présentés et doivent savoir faire leur boulot chacun, l'organisation, le manager, les collaborateurs, etc. Alors c'est Ok, beaucoup plus long terme, c'est quelque chose de très long terme, très difficile à mettre en œuvre en 3 mois, impossible. Mais une fois qu'on a accroché ces différents éléments-là, ça peut être très durable dans le temps. C'est ce que moi j'ai vécu dans mon ok. expérience. Voilà. Donc j'ai une autre question. L'IT fait face à la guerre des talents. Oui. Comment travailler avec les RH pour être plus agile? IT, c'est l'informatique, c'est ça, les systèmes L'informatique, d'information. absolument. IT. Ouais, tout à fait, ouais. Ah ben, IT et RH, c'est drôle parce qu'il y a 10 ans, j'aurais dit les deux fonctions qui travaillent le plus ensemble, c'est la DAF et les RH, donc les financiers et les RH. Ça, c'était parce qu'on on disait business partner. Aujourd'hui, c'est IT et RH, les deux meilleurs amis, parce qu'avec la digitalisation qui est en cours, dont le télétravail, mais pas seulement, les IT doivent avoir une vision RH aussi sur leur métier, une vision, pas seulement une vision utilisateur, mais une vision RH, et inversement, les RH doivent être de plus en plus digital et avoir l'esprit digital, ce qui n'est pas gagné, ce qui n'est pas toujours facile. C'est une fonction qui est un peu à la traîne parfois là-dessus. Donc moi, je dirais, ma reco là-dessus, c'est de dire IT et RH, il faut s'asseoir ensemble, essayer de travailler sur un partenariat dans les deux sens pour que les équipes, je crois qu'au niveau des directeurs, on peut s'entendre, mais dans les équipes, il faut qu'il y ait aussi une connaissance des cultures communes, que les gens de l'IT connaissent un peu mieux les contraintes Mm. RH et inversement, et qu'ils puissent bâtir des systèmes d'information RH qui soient à taille humaine et qui soient pas des trucs qu'on balance et qui sont ensuite
soi-disant, on simplifie, il y a moins de papier, puis on se rend compte qu'il y a autant d'écrans qu'avant. Finalement, si c'est pour remplacer 15 pages de papier par 20 écrans, voilà, c'est avoir cet esprit d'agilité aussi entre ces deux fonctions-là. Mais elles ont beaucoup à se dire, beaucoup à travailler. Il y a même des entreprises dans lesquelles on a des directeurs de RH et IT, SIRH, IT, j'ai vu ça fleurir par-ci par-là, comme quoi il y a une transformation digitale et humaine qui est en cours et qui est très commune. Donc il y a ces deux fonctions, à mon avis, qui ont de l'avenir ensemble, on va dire. C'est un bout de chemin ensemble. C'est clair. Donc, une autre question. Les bons profils fuient de plus en plus le salariat pour se mettre à leur compte. Ne pensez-vous pas que les bons profils seront de plus en plus difficiles à retenir? Il y a un peu de questions dans la question. Hum, Est-ce que ça voudrait dire que pour retenir les gens, il faudrait qu'ils soient en freelance versus salariés? C'est une vraie question. C'est difficile d'y répondre très vite. Je pense que il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui sont extrêmement à l'aise en étant dans un salariat traditionnel, et puis d'autres qui sont, quand vous lâchez la grappe, qui sont plutôt en freelance, en mode extérieur, avec un service à apporter à l'entreprise. Eux, ça va les engager beaucoup plus. Ils vont être extrêmement productifs et heureux, alors que d'autres seront rassurés d'avoir une fiche de paye stable, etc. Donc ça, c'est une vraie question en tant que telle. Pas y répondre aussi rapidement aujourd'hui, mais c'est vrai que l'engagement n'a rien à voir avec le contrat de travail. Est-ce qu'on est sur un contrat de travail classique? Vous pouvez trouver du désengagement, du surengagement sur des vrais salariés, et vous pouvez trouver des freelances, des personnes extérieures qui ont un esprit corporate fabuleux, donc ils n'ont pas la fiche de paie de l'entreprise, mais c'est comme s'ils étaient dans l'entreprise, parce qu'ils sont appropriés de l'entreprise d'un point de vue émotionnel, et puis d'autres qui vont la jouer plutôt très extérieure, voire un peu mercenaire, etc. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu, mais le challenge RH aujourd'hui, c'est de gérer tous ces contrats de travail différents, internes et externes, hum. dans un même état d'esprit de comment les engager de les fédérer autour d'une même vision. Ça, c'est un vrai challenge intéressant qui est en cours, hein, qui avait commencé un peu avant la crise, mais qui va devenir très intéressant dans l'avenir. Absolument. Donc, une autre question, je pense qu'on a le temps de prendre encore deux questions. Donc, pourquoi, à votre avis, les managers sont les grands oubliés des frameworks agiles? Comme si l'injonction à devenir des servant leaders était une prophétie autoréalisatrice. Ah ben dis donc, c'est pessimiste comme vision. Je Non, vais mais essayer c'est de vrai. Oui. bon, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, alors, comment dire? Est-ce qu'ils sont oubliés? C'est pas qu'ils sont oubliés, c'est on les considère comme acquis. C'est-à-dire que ce que je présentais tout à l'heure, mes deux pyramides, je peux peut-être revenir là-dessus, puisqu'on parle, on parle des managers. Bien sûr. Les managers, les héros de l'entreprise, pour moi, ils sont vraiment là dans l'hélicoptère au milieu. Donc, effectivement, comment les oublier? C'est pas possible. Enfin, une direction générale éclairée, c'est une direction générale qui a compris que c'est avec et par eux qu'on arrivera à faire des choses tout en bas, dans l'entreprise d'en bas, on dirait les autres, Mm. et que c'est donc une question de ceux qui ont fait du lean management savent de quoi je parle. Il y a du top-down et du bottom-up en permanence à faire. Et franchement, dans la question, ça me paraît tellement impossible d'arriver à transformer quoi que ce soit sans cet hélicoptère au milieu, c'est soit ça peut être le ventre mou de l'organisation, il va rien se passer, il va y avoir de la résistance au changement, les gens vont se protéger, assurer, etc., et garder le contrôle, hein, pas faire confiance, garder le contrôle. Ça, c'est la vision négative. Soit au contraire, ils vont être vraiment les transformateurs et les créateurs d'engagement qu'on décrivait tout à l'heure. Si on leur en donne l'autonomie et la possibilité, ça veut dire qu'il faut aussi leur donner la capacité parfois de sortir des process, hein, que Mm. certains process, qu'ils puissent eux aussi s'approprier leur propre manière de faire. Pas surtout, évidemment, il y a bien des process qui sont top-down, on ne peut pas faire autrement, il y a de la compliance, etc. Je ne parle pas de ça. Mais surtout le reste, c'est comment leur redonner un peu de l'air, de l'oxygène, et peut-être en renonçant à prendre certaines décisions tout en haut, en les mettant le plus près du terrain. Quand on bosse dans des entreprises décentralisées, eh ben, les managers, ils sont plus heureux que dans les entreprises très centralisées où ils sont des agents de reporting finalement. Voilà, donc c'est une question aussi de choix d'organisation, pas seulement de les considérer ou pas. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on ne pourra pas prendre une autre question parce que Ok, le pas de talk le souci. prochain va commencer. En tout cas, merci infiniment Bernard et voilà, Merci Léla. toujours ravi de te revoir. À bientôt. Au revoir. À plus tard. À bientôt. Bonne continuation pour la Au journée. revoir. À plus tard. À plus tard.